Merci. Il faut que j'oublie personne. Donc déjà, je vais remercier la section égalité-réconciliation. Ça marche là? Oui? Ouais, il faut que je m'approche un peu plus. Je vais remercier la section égalité-réconciliation de leur organisation et de leur accueil. Remercier les gars qui font la sécu, je crois que ça fait 5 fois que je viens ici et ils ont toujours été là, très efficaces et très discrets. Je vais vous remercier bien sûr d'être aussi nombreux. Vous n'avez jamais été aussi nombreux, ce qui est bon signe, signe de progression. Je ne vais pas oublier aussi de remercier Manu. Quand même. Qui nous a fait une très grosse publicité. Alors c'est un côté pénible parce que effectivement c'est tendu. C'est aussi les gens sont parfois tristes pour moi quand ils lisent les articles des magazines, des journaux. Je pense que vous avez vu les trucs, l'Express, Le Point, VSD, il y a tout eu. Hein. Et c'est vrai que heureusement que j'ai des années de pratique parce que ça pourrait être déprimant de lire les saloperies qu'on écrit sur moi et sur Égalité et Réconciliation. Et les mensonges surtout, incroyables. Et là, je pense que c'est un bon exercice pour que les gens prennent conscience effectivement de l'écart abyssal qu'il y a entre la mission normalement qui est celle du journaliste, qui est d'informer honnêtement, et ce que sont devenus les médias dominants. Vraiment, ce sont des usines maintenant à mentir et à manipuler. L'avantage, l'intérêt, c'est que visiblement ça ne marche plus trop, puisqu'il y a un effondrement, comme vous le savez, des ventes de tous ce qu'on appelle les médias mainstream. Je crois qu'aujourd'hui même, il y a une grève de Libé qui veulent la peau de Demorand, je crois. Je crois que j'ai fait mettre un truc sur le site aujourd'hui j'ai mis pute et bientôt chômeur. Parce qu'avant c'était l'un ou l'autre, bientôt ça va être les deux. Donc tout ça est très intéressant, un peu pénible, mais je pense que c'est très utile en réalité pour que les gens puissent juger déjà que je ne suis pas un paranoïaque et un complotiste, mais qu'il y a réellement quelque chose, un drôle de climat en France, beaucoup on va dire de dérèglements de choses qui devraient fonctionner et qui ne fonctionnent plus. Et surtout, ça me permet de même plus préparer de conférences particulières, parce qu'il suffit de regarder aujourd'hui les événements au jour le jour, et il y a moyen de digresser. Hein. Alors évidemment, le plus gros sujet en ce moment, c'est l'affaire Dieudonné, qui a été un incroyable laboratoire du dysfonctionnement des institutions, du politique et du médiatique. Et ce qui est très symbolique, c'est que ça se fait en plus sous un gouvernement de gauche socialiste, où on voit un ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire le chef de la police, ce qui normalement n'est pas très gauchiste, s'acharner contre un comique, il ne faut pas oublier, et un comique très drôle, métis, franco-camerounais, c'est-à-dire un noir, et qui se fait interdire ses spectacles de façon préventive, ce qui en plus ne correspond pas au droit, et surtout qui se fait traiter de raciste, lui qui est un métis, par des blancs. Faut quand même, parce que moi à un moment donné je pose la question de savoir de quelle race est monsieur Jakubowicz, de quelle race est monsieur Finkielkraut, parce qu'on voit quand même qui s'énerve, quoi. De quelle race est le patron du CRIF, j'ai oublié son nom d'ailleurs, monsieur Kuckerman, voilà. Et il me semble que ces gens-là sont des blancs européens qui s'acharne sur un comique noir, qui est drôle et qui essaie de faire rire sur des sujets effectivement tendus, mais le rire est en général quelque chose qui désamorce la violence. Hein. On n'a jamais vu en général des gens frapper et rire en même temps, enfin, sauf chez certains psychopathes. Et on vit tout ça dans la France des droits de l'homme, de la démocratie avancée, sous un régime de gauche, avec des médias, des politiques qui montent à la tribune pour vous dire, avec le mot haine qui revient en permanence, comme si on parlait à des enfants de CP ou de CE1, quoi. Je ne sais pas comment on dit aujourd'hui d'ailleurs, de la petite classe, alors qu'on est censé, ce sont des ministres qui s'adressent à des adultes. Ce qui veut bien dire qu'ils nous prennent totalement pour des imbéciles.
c'est quand même très méprisant d'oser nous penser qu'ils vont nous faire croire ça et nous passer en force. Et cette soumission totale des médias dominants, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, parce que tout ça nous aide à comprendre, par exemple, que Canal+, qu'on pensait être une chaîne subversive, jeune et branchouille, qui serait le contrepoids de TF1, qui serait une chaîne majoritaire et beauf, on voit bien que finalement, sur l'anti-dieudonnisme, parce que c'est vraiment un bon sujet d'analyse, ce qui était le plus en pointe dans l'acharnement contre Dieudonné, c'était Canal+. Et là, ça fait prendre conscience de certains slogans, qui étaient d'ailleurs des slogans de situationnistes à l'époque de mai 68, qui étaient les plus intelligents de mai 68, et qui disaient avant-garde, chien de garde. Tout ça, ça permet effectivement de réviser les catégories qu'on nous a inculquées, les catégories finalement sur lesquelles on fonctionne même presque inconsciemment ou de façon subconsciente, sur ce que c'est que la gauche, la droite, l'antiracisme, la liberté. De ce point de vue-là, c'est un moment étrange, je le dis, mais qui est très pédagogique. En réalité, c'est assez facile aujourd'hui. Le travail que je fais en ce moment est assez facile, pratiquement presque tout le monde peut le faire. Je vais presque d'ailleurs pouvoir arrêter de le faire. Comme ça, je serai moins en première ligne. Et on voit qu'en face aussi, il n'y a plus de réponse sur le fond. Moi, je vois aujourd'hui, j'ai entendu vos insultes, j'ai entendu vos diffamations, j'ai entendu vos menaces. Je n'ai pas entendu vos arguments. Et on n'entend jamais aucun argumentaire, à part des choses de type émotionnel, genre haine. Ou effectivement des concepts complètement vidés de leur sens. Par exemple, oui, c'est effectivement racisme. On n'arrête pas de répéter Dieudonné accusé de racisme, et on se dit attends, c'est un noir que des blancs accusent de racisme, et des blancs qui se réclament d'un pays qui s'appelle Israël. Est-ce que je vous fais un dessin qui n'est pas le parangon de l'antiracisme contemporain, Donc on est vraiment dans une situation d'inversion de toutes les valeurs, avec un passage en force qui a un côté à la fois grotesque et un côté triste, parce que ça se passe en France, chez nous. Je crois que quelqu'un a déclaré hier, je crois que c'est Philippot qui l'a dit, que la France était le pays qui, à lui seul, au niveau de ses institutions, réclamait plus de 85% des suppressions sur Twitter. C'est-à-dire qu'on est devenu un pays de censure et de menaces systématiques. Si je veux parler de moi, comme je vous le dis, j'entends aucun argument pour contrer ce que je dis. Que de la diffamation. Égalité et réconciliation serait une association néo-nazie où des gens viendraient pour tendre le bras et chanter en allemand, pratiquement, c'est ce qu'on lit dans l'Express, Le Point, Libération, Politis. Alors qu'il suffit de faire un contre-champ, de regarder la salle, notamment à oser dire ça, le type de l'Express, je ne sais plus si oui, c'est l'Express, est venu à Marseille, où j'ai quand même fait une allocution dans une salle devant 1000 personnes dans le 15e arrondissement de Marseille, pour ceux qui ont un peu de culture sociologique, ça s'appelle les quartiers nord, et le journaliste prétend que j'ai été accueilli avec des bras tendus. Et non seulement le type écrit ça dans l'Express, mais il me rappelle la semaine d'après en me disant j'aimerais bien vous revoir pour refaire un entretien. Les mecs ont perdu tout sens commun, tout sens de la morale élémentaire, c'est inouï. Et parallèlement à ça, je le disais, aucun argument, du mensonge lourd et systématique, de la menace bien évidemment, et je vous le dis en ce moment, 12 procès, 12. C'est-à-dire que chaque fois que maintenant j'ouvre la bouche, on verra d'ailleurs demain s'il n'y a pas une plainte qui est déposée, plainte systématique d'associations qui, quand on regarde, ne représentent qu'elles-mêmes, c'est-à-dire avec des coquilles vides. Quand on voit la LICRA organiser une manif, il y a 12 types, c'est vrai, 12, en général d'ailleurs d'un certain âge. On a vu des photos incroyables de manifs soi-disant antiracistes où il n'y a pas un noir, pas un arabe. D'ailleurs, c'est facile à dire. Vous regardez l'organigramme de la LICRA, on l'a mis en ligne plusieurs fois. C'est quand même quelque chose qui prétend lutter contre le racisme et l'antisémitisme. On verra pourquoi on pourra parler de pourquoi ces deux termes sont systématiquement accolés. Parce que si l'antisémitisme et du racisme, pourquoi faut-il deux mots? Parce que ça veut dire lutter contre le racisme et le racisme. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi. Et on voit là qu'il n'y a que des blancs. Ni un noir, ni un arabe. On ne fait même pas l'effort de mettre des Malek Bouti ou des... Pourtant, il y en a qui se proposent, ça on le sait. Pour tapiner, toucher un petit billet. De ce point de vue-là, on peut être antiraciste. Il n'y a pas de couleur. Et on trouve
On trouve du collabo sous tous les régimes, sur tous les continents et de toutes les couleurs. Pour ceux qui auraient une mythologie du frère et de la sœur, vous savez, chez nous ça se passe pas comme ça se passe pareil partout. Dès qu'il y a de la pauvreté, de la lâcheté et de l'argent, des moyens de corruption, on trouve toujours malheureusement des femmes pour faire les putes et des hommes pour écrire à la police. Et c'est pas qu'en France sous Pétain, hein, ça se passe partout et toujours, j'insiste bien là-dessus. De ce point de vue-là, il faut être profondément antiraciste. Hein. Il y a vraiment une universalité de la saloperie, de la lâcheté, etc. De même qu'il y a une universalité du courage. Hein. On le remarque, vous avez Farida Belgoul aujourd'hui qui prend des risques incroyables et qui ose défier l'État et qui vient d'Algérie. Il y a moi, je vais être modeste, mais bon, qui vient de Savoie. Il y a Dieudonné qui est un franco-camerounais. Donc on voit des gens venir se lever toujours de manière imprévue. C'est souvent pas ceux à qui on pensait. Et pour dire à un moment donné non. Voilà. La LICRA me demande, je crois, 200 000 € sur la maison d'édition. Et là récemment, l'UEJF et une association qui s'appelle J'accuse. Et quand vous regardez ces trucs-là, c'est des coquilles vides où il n'y a personne, mais qui touchent des subventions de l'État, c'est-à-dire de votre argent, de millions d'euros par an. Hein. Donc on est vraiment dans une espèce d'une manipulation intégrale. Il faut savoir que des associations comme SOS Racisme, on ne sait plus. Hein. C'est même pas moi qui le dis, c'est Finkielkraut maintenant qui dit que SOS racisme c'était pour faire perdurer le racisme. Ce qu'il dit pas, c'est que c'est lui qui est à l'origine de ce truc-là. Ça, il oublie de le dire. Hein. Il était parrain des SOS Racisme. Ça, ces gens-là ont la mémoire courte quand ça les arrange. Ils sont sur la mémoire, mais c'est une mémoire à deux vitesses. Hein. Et donc 200 000 € d'un côté, et là donc les étudiants juifs de France, qui ne représentent, je le dis, ni les juifs, ni les étudiants, ni la France, c'est une petite succursale du CRIF, hein. Il y a le CRIF, la LICRA, l'UEJF, enfin, j'ai des concepts hein, pour tout ça, pour ceux qui ont lu Comprendre l'Empire, vous avez tous les concepts, hein, minorité opprimée, minorité agissante, s'attaquant à une majorité silencieuse, etc. Enfin, tout ça je l'ai conceptualisé il y a des années, et vous verrez que ça fonctionne parfaitement. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs pour ça qu'on m'attaque jamais sur mes livres, hein, vous avez remarqué. Je suis tout sauf quelqu'un qui écrit des livres. C'est assez bizarre, c'est que ils ont tous sorti mon CV récemment, tous les médias. L'impasse est faite systématiquement sur le fait que j'ai quand même publié à ce jour 13 bouquins, traduits en russe, en anglais pour certains, en japonais, en coréen, en italien. Mais on fait l'impasse dessus. Et Comprendre l'Empire, qui est quand même le livre qui permet le mieux de comprendre ce qui se passe en ce moment, qui a passé les 70 000 exemplaires en France, ce qui est quand même des tirages et des ventes, parce que le tirage c'est autre chose, qui sont 14 fois supérieurs aux ventes des 4 derniers livres de M. Bernard-Henri Lévy. Mais qui, lui, a le pouvoir depuis 30 ans de déclencher des guerres en Bosnie, en Afrique, avec quel résultat? Il faut voir les résultats derrière. Hein, voilà. Donc on est dans ce truc-là où des associations communautaires qui ne représentent qu'elles-mêmes et qui font sans doute beaucoup de tort d'ailleurs aux gens au nom desquels ils parlent, parce que c'est là où il ne faut pas se faire piéger, hein, ça je le dis, je le répète. Les juifs du quotidien sont aujourd'hui pris en otage par des associations communautaires qui ne pensent pas du tout à leur sécurité, à leur confort en France. C'est d'ailleurs ce que Philippot a dit, je crois, à Valls, il a eu le courage de lui dire. Il faut être très inconscient, très irresponsable quand on est ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire ministre d'État, pour faire croire qu'on serait en France dans une espèce de guerre civile ou de pré-guerre civile entre les juifs et les antisémites. Ça n'existe pas tout ça. Il y a en réalité des Français qui souffrent à cause d'une crise économique, qui sont un peu exaspérés d'un politiquement correct qui devient un système de censure systématique et de pensée obligatoire sur certains sujets. On le verra, l'antiracisme institutionnel, la sacralisation d'une certaine souffrance dont on parlera tout à l'heure, et aussi même la théorie du genre, hein, on verra tout ça. Donc on a aujourd'hui un appareil d'État qui fait croire à une pré-guerre civile, alors qu'on est dans une situation justement de... Ça va? Oui? On n'appelle pas le SAMU, c'est bon? Qui fait croire à une situation de pré-guerre civile sur des questions religieuses et raciales,
alors qu'en réalité, on est plutôt dans une période de crise économique qui appelle à la solidarité sociale, qui pose la question de l'État-providence en train de s'effondrer, qui pose la question effectivement plutôt de l'immigration, mais avec une lecture économique de la question des flux migratoires. Donc on voit bien qu'on a un pouvoir qui détruit toutes les analyses sérieuses qui pourraient nous permettre de nous en sortir vers le haut, qui valide des thèses complotistes, parce que je suis désolé, c'est du complotisme, hein, voire du négationnisme. Hein, parce que quand on dit que la théorie du genre n'existe pas, c'est du négationnisme, hein, mais ça doit du vrai négationnisme. Et quand on dit qu'il y aurait aujourd'hui un complot antisémite en France, parce qu'il y a un comique camerounais, quelqu'un qui fait des vidéos sur un canapé Ikea, c'est du complotisme délirant. Hein. Voilà. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est des politiques entièrement soumis à une instance qui s'appelle quand même, je crois, le CRIF, qui donne des ordres, et des médias qui obéissent. Et ça, on le voit. On voit cette espèce de pyramide qui s'est mise en place, où un monsieur Kuckerman, qui est, je crois, un retraité de la banque Rothschild d'origine polonaise, j'ai rien contre lui, mais démocratiquement et au niveau de sa représentativité, il ne représente rien en France. Il a été élu par personne, et même selon ses propres concepts à lui, il représente 1/6 d'une communauté qui représente 1% de la population française, et qui, je crois, n'a pas de problème d'intégration ou de problème de niveau de vie. À la limite, tout va bien pour eux, et qui exige en permanence que l'appareil d'État se mette au service de sa vision du monde et de ses lubies, qui vont à un moment donné jusqu'à décréter qu'un geste de potache voudrait dire la volonté de sodomisation de victimes, etc. Enfin, c'est-à-dire un truc qui sent plus le délire de pervers sexuel que d'analystes politiques sérieux. Et ça, on nous le vend comme version officielle pendant des jours et des jours. D'ailleurs, bon, ça c'est Jakubowicz qui nous l'avait vendu, mais je pense qu'il travaille en tandem, et même Kuckerman est revenu en arrière là-dessus, parce que, à cause de ces déclarations intempestives et délirantes, des jeunes gens qui étaient garçons de café ou étudiants, se sont fait agresser, certains enfermés dans des coffres de voitures, ce qui normalement est passible des assises. Hein. Et tout ça téléguidé par des gens, JSS News, M. El Fassi, qui se permettent de faire des listes de citoyens français à ratonner, qui le font. Ces ratonnades ont lieu, et ces personnes qui sont des binationaux, mais qui sont des Français sur le territoire français, ne sont pas interpellées. Imaginez que moi je me permette de faire le 10e de ça, je serais déjà aujourd'hui en prison. Vous voyez ? Il faut se poser la question du dysfonctionnement total de la loi française, de l'appareil d'État, du deux poids, deux mesures, selon qu'on soit un citoyen français ou quelqu'un qui se réclame ouvertement d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui attaquent Dieudonné ou moi, ce n'est pas des Français d'origine juive qui réclament qu'on respecte leurs droits citoyens, qui est, je vous le rappelle, la citoyenneté pleine et entière, ce qui est le cas, et la liberté de culte. Jamais ça n'a été discuté par personne, et surtout pas par moi. Ce sont des gens qui, directement, se réclament du suprémacisme sioniste pour châtier des insoumis qui auraient été, comment dirais-je, des insoumis à Israël, et des gens qui auraient été blasphématoires sur quelque chose qui tend à devenir une nouvelle religion qui s'appelle la Shoah. Et ça, c'est des vrais sujets. Et ça va m'amener à une autre articulation. Donc, je n'avais pas fini ma digression. Les étudiants juifs de France me demandent, je ne vais pas dire que 150 000 euros. 150 000 euros, hein. Je gagne 3 500 euros par mois, une fois mes impôts payés, et encore, je ne suis pas sûr, c'est peut-être moins que ça. 150 000 euros pour avoir fait ça, il y a 2 ans, devant l'équivalent des colonnes de Buren à Berlin, pour faire plaisir à une copine sur un smartphone. Vous voyez, j'ai fait des quenelles partout d'ailleurs, je passe mon temps à faire des quenelles depuis des années, ça fait... C'est vrai, ça fait depuis 2005 qu'on fait des quenelles. La quenelle était sur l'affiche de la liste antisioniste. À l'époque, ils n'avaient pas eu l'idée de nous dire que c'était un signe nazi inversé. Ils ont sorti ça récemment, parce que pour essayer de bloquer l'hémorragie de quenelle. Et ce qui est dingue, c'est que quand ces cerveaux malades, parce que moi c'est ça, j'appelle ça des cerveaux malades, ont décidé, on va dire que la quenelle, qui est c'est pour ça que maintenant je fais le bras d'honneur, est un bras d'honneur doux, hein, un bras d'honneur souple et délicat. Oui, c'est plus doux ça que ça, parce que là c'est vers le bas, c'est mou, donc ça fait moins mal. Alors, ils disent, on va dire que c'est un signe salut nazi inversé pour sodomiser les victimes de la Shoah, et tous les médias et tous les politiques le répètent en chœur. On écrirait ça dans un roman de politique fiction,
on dirait que c'est dérisoire, enfin, c'est ridicule. Ou alors on serait dans une dictature africaine du temps de Amin Dada ou de Bokassa. Non, c'est en France en 2014 et ça nous est vendu par TF1, France 2, etc. Et là, c'est... Oui, parce que eux le disent, bon, c'est déjà délirant, mais c'est repris en cœur par tous les politiques et par tous les médias mainstream. C'est quand même... Et ça va jusqu'à faire que Dieudonné est interdit de séjour en Angleterre. Non, mais ça va très mal et très loin. Alors, il y a un côté grotesque et un côté inquiétant. Hein. Et moi, donc là, je me retrouve avec l'association des étudiants juifs de France, que je poursuis d'ailleurs moi, parce qu'ils avaient dit que j'armais les terroristes islamiques. C'est vrai, non, ils l'ont dit. Hein. Ces gens-là pensent qu'ils peuvent se permettre de dire n'importe quoi, du moment qu'ils sont couverts par leur origine communautaire et par leur allégeance à un État étranger. Voilà. C'est le climat. Et effectivement, ils le pensent pratiquement à juste titre, car ils ont le droit à peu près de tout se permettre. Moi, je suis convoqué là chez un juge d'instruction, parce que M. Aziza, je te veux si tu veux de moi, donc c'est... Je veux dire... prouve que les commentaires qu'il y a sur le site Égalité et Réconciliation ne lui sont pas favorables. On les modère un peu, mais c'est vrai que ce type a une capacité assez forte par rapport à sa petite taille à se faire détester chaque fois qu'il ouvre la bouche. J'y peux rien, il faudrait qu'il se pose des questions. Gilad Atzmon, d'ailleurs, incite ces gens-là à se poser des questions. Pourquoi on vous déteste à ce point-là de façon récurrente? Posez-vous des questions, plutôt que de continuer à vous faire détester un peu plus. C'est une bonne réflexion, surtout que Gilad Atzmon, lui, est juif et israélien. Donc il pose la question, il est légitime. Et alors, M. Aziza n'est pas content des commentaires qu'il y a sur le site, dont je ne suis même pas le rédacteur en chef et je ne suis pas l'auteur. Et ben, je suis convoqué chez un juge d'instruction. Voilà, donc je passe mon temps à être convoqué chez les juges d'instruction et à la police et à devoir me rendre au tribunal, lui envoyer mes avocats. Ça coûte cher, hein, tout ça, c'est fait pour vous épuiser, vous ruiner et vous faire comprendre qu'il faut la fermer. Mais moi, ce que je vois, c'est les commentaires qu'il y a sur les sites JSS News ou sur le site de M. El Fassi, c'est systématiquement du racisme intégral, de l'appel au meurtre et de l'appel à la violence. Et normalement, je crois qu'il y a un organisme en France gouvernemental qui a été mis en place pour qu'on puisse, espèce de truc un peu louche, parce que ça s'apparente à de la délation, signaler tout ce qui tombe sous le coup de la loi sur la toile, sur Internet. Moi, ce que j'attends de voir, c'est quand est-ce que M. El Fassi, qui est français sur le territoire français, ou le petit patron de JSS News, là, qui s'est vanté d'avoir fait des listes, qui avait outé les gens qui avaient acheté des mugs avec le Dieudonné dessus, etc. Quand est-ce que ces gens-là vont être convoqués par la police pour rendre compte de leurs exactions qui tombent toutes gravement sous le coup de la loi? Ou alors il faut nous expliquer qu'effectivement maintenant il y a une citoyenneté à 2 vitesses en France, hein, et qu'on est un peu devenu, parce qu'on nous a beaucoup parlé des territoires perdus de la République, c'est vrai que c'était un gros problème, la délinquance et tout ça, c'est un problème, mais là on peut peut-être se poser la question des territoires occupés de la République. C'est un concept qui me paraît de plus en plus valide. C'est-à-dire qu'il y a des gens, effectivement, qui pensent qu'ils peuvent se comporter en France comme ils se comportent avec les Palestiniens en Cisjordanie. Et là, la réponse, elle est claire, ça s'appelle égalité et réconciliation. C'est oui à la fraternité citoyenne intégrale, c'est notre ligne, hein, c'est difficile de nous faire passer pour autre chose, mais on n'est pas des Palestiniens. Voilà, c'est clair et net. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qui devrait être une évidence pour tout le monde, on est obligé de le rappeler à certains, qui à force, comme dirait l'autre, de gagner, rejoue, regagne, rejoue, c'est-à-dire exige, et sur une espèce de culpabilité générale, sont face à des gens qui ne font que reculer et se soumettre parce qu'ils ont intégré une culpabilité collective et éternelle. Et bien ces gens-là, à la fin, outrepassent tous leurs droits. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas, je veux dire, à un moment donné, il faut avoir un peu de courage, et je dirais collectivement, rappeler, non pas, je ne sais pas, citer des discours d'Hitler, parce que c'est de ça qu'il parle, c'est rappeler simplement ce que c'est que le droit français, les institutions françaises, la tradition française, ce que c'est que la citoyenneté, ses limites, etc. On en est là aujourd'hui. Moi, c'est la seule chose que je demande, et je crois que Dieudonné, d'une autre manière, demande exactement la même chose, qu'on cesse le 2 poids 2 mesures, que chacun réintègre ce qu'on appelle la République française bien comprise, et d'autant plus que les institutions françaises sont radicalement et intrinsèquement antiracistes et de gauche. Hein. Je veux dire, c'est issu des valeurs de la Révolution française. On n'est pas, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Or, rien que de dire ça aujourd'hui, c'est subir les foudres, non pas de ces gens-là qui sont une toute petite minorité
qui ont leurs convictions, je dis, suprémacisme racialo-théologique, qu'on voit parfaitement s'appliquer aujourd'hui en Israël par le pouvoir en place, qui s'appelle le Likoud, qui est l'extrême droite de l'extrême droite. Comme je le rappelle souvent, ces gens-là se permettent d'insulter Marine Le Pen parce qu'elle est la fille de son père, alors qu'elle est sur une ligne, je dirais, de centre-gauche. Mais eux se réclament ouvertement en même temps d'un régime qui ferait passer Le Pen en Israël pour un type d'extrême gauche, en gros. Et c'est ça qui est inouï. C'est que c'est des gens qui se réclament de ce pays étranger qui nous accusent de choses qui sont absolument incritiquables. Et le meilleur exemple, c'est sans doute Arnaud Klarsfeld. Arnaud Klarsfeld, qui est membre du Conseil d'État, on découvre qu'il touche 7 000 € par mois pour ne jamais y être. Donc là, on a vraiment une captation de privilèges d'État pour une communauté qui, effectivement, se croit revenue sous l'Ancien Régime. Donc le type, il touche 7 000 € par mois. Il est binational franco-israélien. Il fait son service militaire. Et il est fier de le faire et il l'annonce chez les gardes frontières israéliens. C'est des gens qui humilient en permanence les femmes et les enfants au checkpoint. C'est même pas glorieux comme rôle. Et en France, il revient et il décrète que Dieudonné n'a plus le droit de s'exprimer, parce que selon lui, il serait raciste, alors que c'est un métis de gauche comique face à un type qui soutient ouvertement le Likoud israélien. Donc là, on ne peut pas faire plus dans l'inversion de toutes les valeurs, et qui exige à un moment donné qu'on l'empêche de s'exprimer sur le territoire national dans des spectacles comiques. Dieudonné arrive à gagner. D'ailleurs, je félicite le juge nantais qui a eu le courage, effectivement, de se prononcer selon le droit. Et là, on voit qu'en 2 heures, même moins, ce jugement est invalidé par le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, c'est un type qui, à mon avis, est un peu juge et parti. Monsieur Stirn, qui en plus, je le dis, a dû avoir une telle pression que je ne vois pas comment il pouvait faire autrement. Enfin, il s'est soumis contre tous les principes et contre la loi. Et je pense d'ailleurs que tout ça va laisser des traces, parce que la France les élites françaises sont très attachées à la séparation des pouvoirs. Le monde de la justice est très attaché à ses prérogatives, et je pense qu'ils ont dû très mal le prendre. C'est peut-être pas pour rien qu'hier, Dieudonné a gagné à la 17e chambre face à l'UEJF. Parce qu'à mon avis, il y a des gens qui n'aiment pas trop qu'on leur dise qu'en fait ils ne doivent être uniquement être une chambre d'enregistrement. Parce qu'aujourd'hui on voit bien, quand on voit la déclaration de ces gens-là à la sortie de la 17e chambre, c'est qu'ils exigent que la justice française soit une pure chambre d'enregistrement de leurs desiderata et de leurs persécutions. On le voit bien, on verra d'ailleurs avec moi, j'ai le procès bientôt, là je le dis, pour ma quenelle à Berlin, l'UEJF et J'accuse, qui sont 2 coquilles vides, me demandent 150 000 €. 150 000 €, c'est... Je ne vois même pas d'où je pourrais les sortir. Pour un geste qui, je vais le répéter, est un geste blasphématoire, parce qu'on peut rien en dire d'autre. C'est un geste blasphématoire qui n'est pas fait sur le territoire national, pas sur un lieu, ce qu'ils appellent un lieu de mémoire, mais qui n'est pas un lieu de souffrance. Je le rappelle, à cet endroit-là, à Berlin, il n'y a jamais eu un juif persécuté. Jamais. À un moment donné, les associations communautaires juives allemandes ont décidé, sans doute avec derrière une entourloupe immobilière et un pseudo-artiste qui a touché beaucoup d'argent, ils ont décidé sur 2 terrains de football, c'est horrible, il faut y aller, de mettre des espèces de stèles en béton qui font penser un peu aux colonnes de Buren, et pour humilier le peuple de Berlin, qui, je le rappelle, est le peuple de Berlin est le grand peuple martyr de la guerre à Berlin. Que je sache, il n'y a pas eu de camp de concentration à Berlin. Ceux qu'on en pris plein la gueule à Berlin, ce sont les Berlinois civils qui se sont pris 50 bombardements sur la gueule, puis après le déferlement de l'armée rouge. Il suffit de se cultiver pour voir un peu ça. Et quand on interviewe un Berlinois dans la rue là-bas, ils sont très très agacés, très choqués, très humiliés qu'on leur impose cette espèce de laideur pour leur maintenir effectivement une espèce de culpabilité éternelle. Et je l'ai dit et je le redis pour rigoler, parce que je pense que parfois il vaut mieux rire, cet endroit est le haut lieu de rencontre des homosexuels d'Europe. Et au procès, j'accumule les documents, je vais vous montrer, j'en ai déjà mis sur le site, on voit les mecs montrer leur cul, se faire des pipes, bien sûr. Et c'est tout et n'importe quoi. Les soirs, en fait, c'est une grande tasse pour ceux qui connaissent le monde des homosexuels, puisque moi je suis tout sauf homophobe. C'est une énorme tasse, c'est-à-dire que c'est le lieu de retrouvailles des homosexuels, parce que c'est un espèce de labyrinthe et c'est très, très facile pour pouvoir s'aimer discrètement. Voilà. Donc, moi, avec ma petite quenelle que j'ai faite il y a 2 ans, je suis très très en deçà du blasphème. Vous regarderez les photos, vous les verrez sur le site, où on a des types le cul à l'air, des types en pleine... etc. etc. Donc, tout ça est assez grotesque et délirant, mais permet effectivement de réfléchir à quelque chose qui est, à mon avis, fondamental en ce moment.
c'est qu'on assiste, ça me permet d'articuler tout ça avec la théorie du genre, on assiste à un double mouvement actuellement en Europe occidentale, qui essaye d'ailleurs de venir aussi dans le monde du Maghreb et dans le monde musulman, hein, par le projet Saladin, Saladin ou Aladin, le projet Aladin, etc. Saladin c'est mieux, qui est une désacralisation de tout. Alors on va parler des fémènes, qui viennent, elles, dans les églises catholiques, hein, c'est pas des quenelles hein, qu'elles font, dans les églises catholiques, devant les mosquées, jamais dans des synagogues. D'ailleurs, ça serait dégueulasse aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Jamais je ne cautionnerai quelqu'un qui va profaner un lieu de culte. Ça me viendrait personnellement pas à l'idée. Je pense d'ailleurs, j'ai jamais vu moi que personne rentre dans une synagogue la tête nue pour dire des bêtises. On doit respecter tous les lieux de culte par définition. Et franchement, moi-même, ça ne me viendrait pas à l'idée. Je le condamnerais systématiquement. Hein. Mais les fémènes, elles, sont allées systématiquement profaner des lieux chrétiens très violemment et parfois des lieux musulmans, un peu moins, mais quand même. Et ça, non seulement on dit que qu'on a le droit de le faire au nom de la liberté d'expression, de la laïcité, de la lutte contre l'obscurantisme religieux. Et je vous rappelle que l'avocat des fémènes est l'ancien président de l'Union des étudiants juifs de France. Donc là, ça va quand même loin. C'est-à-dire que ceux qui me font un procès parce que j'ai fait ça dans la plus grande pissotière de Berlin il y a 2 ans, sont les avocats des fémènes qui, elles, arrivent seins nus devant l'autel des églises catholiques pendant la messe, en faisant des choses abjectes que je ne répéterai même pas. Mais et le gouvernement, aucune plainte n'a jamais été suivie des faits, elles ont été classées sans suite. Et aujourd'hui, Valls, qui est un peu mal à l'aise, dit effectivement il faut lutter contre tous les profanations, les blasphèmes. Et là, il ment comme un arracheur de dents. Aucune allusion sur les dentistes. Hein. C'est une vieille expression. Même si Yvan Levaille a souvent fait des liens entre les dentistes et certaines manipulations communautaires en région PACA, ça vous verrez les vidéos sur Internet. Il ment ouvertement parce qu'en réalité, on a totalement le droit de blasphémer et d'humilier, de cracher sur la religion et les lieux de religion quand c'est catholique et musulman. Donc pour les catholiques, les fémènes, pour les musulmans, la série de couvertures des Charlie Hebdo en disant l'islam c'est de la merde, le Coran n'arrête pas les balles, je sais pas quoi, c'est-à-dire des trucs incroyablement injurieux et méprisants pour pousser les gens à la colère, à la révolte et au conflit de civilisation. Et ça c'est couvert entièrement par les tribunaux, les médias et les politiques. Mais dès qu'il y a une quenelle qui est faite quelque part, d'un seul coup c'est blasphème contre cette nouvelle religion dont Valls a encore demandé il y a 2 jours la sacralisation, qui est cette religion de la Shoah, qui n'est pas le judaïsme d'ailleurs, hein, c'est la Shoah. Hein. Et là, il faut se poser la question, donc on a un énorme mouvement de désacralisation de tout, non seulement des religions, mais aussi du monde de l'enfant et de la maternité, avec la théorie du genre, la PMA, etc. C'est-à-dire que, et là on a comme par hasard un autre membre éminent de la communauté, des élus qui se sont élus eux-mêmes. Nous, on n'a pas voté, comme rappelait le Dieudonné. Et je citerai M. Pierre Berger, qui me fait aussi 2 procès la semaine prochaine. Là. Lui, il a 2 procès. Et qui dit, il est normal qu'une femme vende son ventre comme un ouvrier vend ses bras. Hein, c'est-à-dire, et après on se demande pourquoi ce vieil homosexuel revendiqué, c'est pas une injure, est tellement attaché à plus de 70 ans à ce que les riches qui ne peuvent pas faire d'enfants eux-mêmes puissent en acheter. La question c'est que je dis, qu'est-ce qu'ils veulent faire des gosses ? On peut se poser la question légitimement quand on connaît certains bruits qui courent sur certaines villas au Maghreb, sur certaines pratiques de gens très attachés au Maghreb, sans doute pas pour les paysages. Tout ça, ce n'est pas de la paranoïa et du délire. Hein. Il suffit de lire les mémoires de Michel Pollack, la tradition de pédophilie qu'il y a au Maghreb de la part d'une certaine bourgeoisie d'élite française, anglaise, etc. C'est pratiquement de notoriété publique. Et j'invite d'ailleurs les Maghrébins du Maghreb à témoigner de tout ce qui se passe là-bas. C'est horrible et catastrophique. Et je vous rappelle qu'un certain maître Thierry Lévy a revendiqué ouvertement chez Tadei, qui trouve ignoble certaines phrases de Dieudonné sorties de leur contexte, mais ça ne gêne pas du tout d'inviter de façon récurrente M. Thierry Lévy, qui a dit ouvertement à son émission, qu'est-ce que vous vous emmerdez avec la pédophilie, maintenant en gros on ne peut plus enculer des gosses. Il a dit, je le dis d'une autre manière, mais c'est exactement ce qu'il a dit, sans aucun complexe. Hein. Tout ça est sur Internet, avec l'histoire des boucles blondes, etc. Il a dit en gros, nous vivons une époque réactionnaire, parce que nous ne pouvons plus aujourd'hui sodomiser des enfants, et en gros, tout ça est de droite. C'est de droite d'être anti-pédophile, vous voyez. Tous ces dysfonctionnements, si on les met bout à bout, donnent tout à fait le droit et même le devoir de se révolter, comme le fait d'ailleurs très courageusement en ce moment Éric Zemmour, que je salue, comme quoi c'est pas une question de race, de religion ou de quoi que ce soit.
Éric Zemmour qui s'est bien tenu sur Dieudonné, il a dit qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi contre Dieudonné, c'est reste quand même un comique dont la phrase sortie de son contexte était à situer dans un dialogue avec des gens. Il répondait de manière comique à une attaque qui, elle, était faite par des gens qui n'étaient pas du tout comiques, c'est-à-dire la liste de Cohen, de gens qui sont omniprésents et omnipotents dans les médias et surreprésentés dans ces catégories-là, alors que je rappelle, ils sont 1% de la population française, hein, donc on a le droit de se poser des questions. Si il n'y avait plus que des Antillais à la télévision, on pourrait dire qu'il y a un lobby antillais surpuissant dans les médias, on pourrait le dire, ou camerounais, j'en sais rien. Donc ces gens-là, non seulement dominent outrageusement des secteurs clés de l'idéologie, du pouvoir, etc. Je le dis, jamais chez les pompiers volontaires ou chez les soldats du feu, hein, jamais. Hein, jamais. Ça c'est sûr. Voilà. Et quand on leur répond on répond de manière comique à leurs agressions, qui elles ne sont pas du tout drôles, on se retrouve traité de nazis, etc., etc. Donc ça, c'est bien à réarticuler. On essaye d'ironiser, comme je le fais en ce moment, sur des gens qui sont d'une très rare violence, dont on découvre finalement la capacité de haine, parce que vraiment, si la haine est quelque part, il suffit de regarder Finkielkraut dialoguer avec Plantu, et on voit où est la haine et où est la névrose, et où est la schizophrénie. Parce qu'on voit bien que finalement ces gens-là sont schizophrènes, parce qu'ils sont dans une logique à deux vitesses, hein, ils sont sur une double éthique, paranoïaques, parce qu'ils pensent que dès qu'on leur dit arrêtez de mettre du phosphore blanc sur les enfants de Gaza, ils vous disent vous voulez rouvrir les chambres à gaz? Non, 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 arrêtez de massacrer les Palestiniens. Donc, schizophrène, paranoïaque, et d'une très grande violence. On a vu qu'ils appelaient à la mise à mort de Dieudonné plusieurs fois, même sur des antennes, là, il y a une espèce de vieux barbon, là, Tesson, là. Lui, il voulait carrément qu'on le fusille, vous voyez. Donc, je dis à un moment donné, il faut donc aujourd'hui se lever calmement par l'ironie et la pédagogie, au nom des fondamentaux de la République française, de nos lois et de nos institutions, pour arrêter ce mouvement qui est double, je le dis, qui est une désacralisation de tout ce qui est sacré, la mère, l'enfant, la communauté humaine. Enfin, il est fondamental de rester, comment dirais-je, fraternel pour qu'une société fonctionne. On ne peut pas faire fonctionner une société sur la guerre civile. Les gens sont en train de le découvrir en Égypte, en Tunisie, comme d'autres l'ont découvert en ex-Yougoslavie et comme d'autres l'avaient découvert avant au Liban. Hein. Donc, arrêter cette désacralisation de tout ce qui est sacré, et aussi arrêter parallèlement la sacralisation de quelque chose qui est du ressort, dans un sens, de l'histoire et qui doit être étudié de façon respectueuse et honnête, comme quelque chose qui est l'histoire et qui s'appelle, je le dis explicitement, la persécution des Juifs d'Europe par le régime national-socialiste allemand entre 1933 et 1945. Or, cette question est sortie progressivement de l'histoire pour aller vers une espèce de pseudo-catégorie qui s'appelle la mémoire, qui est en fait la mythologisation d'une période historique par une communauté dans un but d'instrumentalisation qui instrumentalise en fait sur deux voies, c'est rendre incritiquable Israël et rendre incritiquable une domination communautaire de gens qui ne se réclament plus de la citoyenneté française et de l'individualisme, mais d'une communauté, alors que la République française, les institutions françaises ne reconnaissent pas l'existence des communautés, puisque en fait on a aboli les corps intermédiaires à la Révolution française et que rien ne doit exister entre l'individu citoyen et l'État. Donc il n'y a pas de représentant communautaire, il n'y a pas de communauté, selon l'État français. Or on se soumet aujourd'hui à quelque chose qui se présente ouvertement comme une communauté, qui est le CRIF. Donc tout ça, c'est du dysfonctionnement intégral. Hein. Donc cette espèce de sacralisation, effectivement, de la Shoah, qui sert en fait de bouclier et qui interdit toute critique d'Israël, on le voit, et d'une certaine domination communautaire qui se fait en plus au nom d'Israël, puisque ces gens aujourd'hui sont pratiquement tous des doubles nationaux qui en fait font entièrement allégeance aux valeurs israéliennes et qui aimeraient importer en France les valeurs qui en fait sont les valeurs de l'État israélien actuel, c'est-à-dire du Likoud, hein, autobus selon la race, etc. Et ça, nous devons dire non calmement, avec humour et pédagogie, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller si nous continuons à nous soumettre. Pourquoi ? Par peur, en réalité, peur de la marginalisation, peur de la violence, avec la LDJ qui casse des gueules depuis des années, peur de procès iniques, avec souvent une justice qui a tendance à dysfonctionner. On voit que l'affaire Bouarara n'est pas l'affaire Fofana. Hein. Il faut rappeler l'origine de la phrase de Dieudonné. On ne nous montre jamais les origines des phrases. Hein. Et je
pense que je peux finir à peu près là-dessus, sur cette présentation générale. Il faut absolument se battre aujourd'hui, parce que si on continue à reculer, à se soumettre par peur, par culpabilité, je dirais automatique, nous n'avons rien, aucune personne présente dans cette salle n'a rien à se reprocher sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On n'était pas nés. Je rappelle que la France a été occupée par l'Allemagne, elle lui a fait la guerre, a payé un tribut de 550 000 morts et 5 ans d'occupation. Hein, Hitler n'était pas français. Hein. Dieudonné n'est pas allemand, hein, il est franco-camerounais et il est comique, il n'est pas chancelier du Reich. Et moi-même, non mais c'est important de rappeler, comme l'a dit Philippot, où est l'Allemagne nazie, où est l'Italie fasciste, où est l'URSS. Pour les autres, je veux dire, c'est les années 30. Les années 30, parce qu'il y a un comique qui joue dans un théâtre de 250 places et un essayiste français qui fait des vidéos tous les mois, de moins en moins d'ailleurs, sur un canapé Ikea. Je veux dire, à un moment donné, et le ministre de l'Intérieur qui vous dit ça, pas un maboule, que Klarsfeld, on voit que quand on regarde son regard et tout, on se dit bon, il n'est peut-être pas toujours dans l'état de s'exprimer de façon lucide, mais un ministre d'État en exercice, un ministre de la police d'une des plus vieilles démocraties du monde et qui donne des leçons de droits de l'homme à la terre entière, ça devient grave. Et là, il faut dire maintenant, stop, non. Et le dire avec Zemmour, évidemment, le dire avec Dieudonné, le dire avec Soral, aussi le dire d'ailleurs avec Karim Achoui, voilà, le dire tous ensemble, bien évidemment, parce que ça devient très grave, hein, ce qui se passe en ce moment. Et bon, bah, je pense que vous l'avez tous compris, sinon vous ne seriez pas là. Et je pense que même le monsieur des renseignements généraux ici présent, dans son fort intérieur, se rend compte que je parle aussi le monsieur du CRIF qui est là aussi, la dame du CRIF, que c'est un discours de paix, de réconciliation nationale, et absolument pas un discours d'incitation à la haine, de quoi que ce soit, etc., etc. Et je pense qu'il est temps de comprendre que il faut tous marcher ensemble et marcher avec nous. Que les autres, là, nous emmènent vers des zones très dangereuses et qui ne sont pas forcément à terme dangereuses pour les gens comme moi, contrairement à ce qu'on croit. Parce que pour ceux qui ne l'auraient pas compris, je pense que justement le monsieur des renseignements généraux pourra témoigner ce soir dans sa petite note, je suis très populaire en France. Dieudonné est très populaire en France et les Français sont terriblement agacés de ce qu'ils voient en ce moment et commencent vraiment à comprendre. Et il est temps effectivement de choisir, de faire les bons choix politiques et stratégiques pour tous. Je pense que les jeunes des cités, grâce au parti au travail que j'ai fait, commencent à le comprendre. On les voit chanter la Marseillaise dans les manifs et ne plus insulter les Français de souche en les traitant de tous les noms comme leur avait demandé de le faire depuis des années SOS Racisme. Ils sont sortis de ce piège-là. Tant mieux parce que j'y ai travaillé, je savais que c'était tout à fait possible et qu'il suffisait de faire la bonne communication et de dire les vérités. Et ça veut dire que ces populations qu'on a voulu marginaliser, qu'on a stigmatisées, Finkielkraut est un spécialiste de la question, finalement, quand on fait le travail honnêtement de pédagogue et de citoyen et de patriote, ça peut très bien se passer, et c'est en train de bien se passer. Donc, de ce point de vue-là, le boulot est fait. Et après, du côté d'une autre communauté, effectivement, des types comme Zemmour sont tout à fait là pour faire le travail. Ils en ont la légitimité. Et il est temps que nous fassions tous ce travail ensemble, car la France, je le répète, est un pays riche, qui a des institutions démocratiques qu'il suffit de respecter, et il n'y aurait été aucun problème pour le vivre ensemble si il y a un peu plus d'intelligence, d'honnêteté, de partage, c'est tout. Il faut quand même le rappeler, la France est un des pays les plus riches du monde. Voilà. Je vais couper parce qu'il y a mon camarade là-bas qui me dit que je déborde. Voilà. Donc...